Sophie. Bonsoir bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir depuis Ankara cette deuxième édition du Salon littéraire en ligne de l'Institut français en Turquie pour cette année, qui est toujours un rendez-vous privilégié pour échanger avec des auteurs français dont les ouvrages ont été publiés en Turquie. Après notre premier rendez-vous en début d'année avec Delphine de Vigan, nous recevons ce soir Madame Victoria Mas pour un événement en partenariat avec les éditions Albin Michel en France et les éditions Folle en Turquie. Victoria Mas a reçu le prix Renaudot des lycéens pour son livre passionnant, Le bal des folles, qui a été adapté au cinéma et traduit en près de 23 langues, dont le turc. Et nous recevons d'ailleurs également pour cet échange le traducteur Ömer Faruk Karaşan. Vous le savez, l'Institut français de Turquie soutient ce métier de la traduction et depuis 2 ans organise un prix de la traduction pour des ouvrages français traduits en turc. Aussi, cette discussion devrait nous permettre d'aborder non seulement les questions d'écriture, de littérature, mais aussi les enjeux de traduction. Et le tout sous la direction du plus fameux d'entre eux, M. Yid Benner, que je salue amicalement et auquel je vais céder la parole. Un grand merci d'être présents, aussi nombreux à ce rendez-vous, et je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup, Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers amis fidèles du Salon littéraire, qui est organisé conjointement toujours par les 3 instituts français de Turquie. Et donc, je salue Sophie Gauthier, ainsi que les directeurs des instituts d'Istanbul, Christian Schnell et l'Izmir, José Maria Queiroz. Je remercie aussi mes complices ce soir, Ponar et Murat, qui vont assurer toute l'organisation à la fois technique et l'introduction, et qui vont accueillir vos questions pour nous les présenter tout à l'heure. Je salue aussi mes chers collègues Asle et Burcu, qui vont assurer donc l'interprétation vers le turc. Donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Victoria Mas, ainsi que son traducteur en turc, Ömer Faruk Karaşan. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Bienvenue virtuellement à Istanbul, en tout cas. Et donc, ce soir, nous allons parler de votre roman, Victoria Mas, Le bal des folles, qui a été traduit en turc par Ömer Faruk. Alors, je ne vais pas essayer de résumer votre roman, parce que ce qui me part principe qu'un roman, ça ne se résume pas, ça se lit. Et donc, j'encourage fortement à tous ceux qui n'ont pas encore lu de se procurer ce livre aux éditions Albert Michel pour la version française et aux éditions Folle pour la version turque. On va essayer peut-être d'aborder votre roman plus sur l'aspect des thèmes différents, des différentes portes d'entrée possibles de votre roman. Alors, il y en a plusieurs, ce qui est le signe d'un bon roman, c'est de ne pas avoir qu'une seule couche, qu'un seul récit simple à raconter. Alors, première porte d'entrée, le décor du roman, c'est la salpêtrière. Romanın geçtiği yer, romanın dekonu Fonction, nous y reviendrons tout à l'heure, mais qui a surtout accueilli de 1882 à 1892 l'école de la Salpêtrière, qui était menée par Jean-Martin Charcot, un grand médecin, un grand neurologue mondialement connu, et qui fut également l'une des 2 grandes écoles de l'âge d'or de l'hypnose, notamment. Et donc, c'est dans cette époque que se situe votre récit. Deuxième thème qui est lié directement à celui-ci, c'est le bal des folles, qui est le titre de votre roman, qui était en fait organisé chaque année à la mi-carême, sous l'égide de Charcot, où on exhibait en quelque sorte les balades, les folles, entre guillemets, dans un bal où toute la société bien pensante était présente et en rendait compte. Donc, à travers ça, nous allons peut-être aussi discuter des pratiques de Charcot aussi, des pratiques du corps médical, de l'hypnotisme ou du traitement des malades, ce qui est aussi abordé dans votre livre. Une autre porte d'entrée possible de votre livre, c'est aussi la notion de l'enfermement, du monde quasi carcéral qui étaient notamment les asiles de fous à cette époque et qui le sont encore dans beaucoup de régions du monde. Avec des accents chers à Foucault, peut-être le thème carcéral et le thème des asiles, le traitement des malades mentaux, disons. Ensuite, à travers toute une série de personnages féminins hauts en couleur, notamment une jeune femme issue de la bourgeoisie de la fin du 19e siècle, qui est internée par son père, sous prétexte qu'elle disait avoir des rencontres avec les esprits.
et une infirmière de cet hôpital. Ce sont les deux personnages principaux féminins, mais il y en a d'autres. Et donc, nous allons aborder le sort de ces femmes, de ces folles, qui sont enfermées contre leur gré la plupart du temps, par des hommes, par leur mari, par leur père ou par d'autres, par des tuteurs, et qui sont à la merci des traitements que leur réservent les médecins, mais qui aussi sont exclusivement masculins. Donc, un peu à travers ce livre, vous abordez aussi la condition féminine à la fin du 19e siècle, mais pas qu'à la fin du 19e siècle. Finalement, ces pratiques-là, sous différentes formes, existent aujourd'hui encore dans beaucoup de régions du monde et même parfois dans les pays les plus avancés sous d'autres formes, disons. Vous questionnez aussi dans ce roman le concept même de la folie. Qui est fou, qui ne l'est pas? Qu'est-ce que la folie finalement? Et un autre thème important, c'est aussi le spiritisme et la foi qui est abordé dans ce livre. Donc, un livre très riche de sujets et de thèmes qu'on va essayer d'aborder un par un. Et ensuite, nous parlerons aussi avec Maher Farouk Karachahan du processus de traduction de votre livre. Un premier thème, la salpêtrière, qui a été créée, qui date du XVIIe siècle, qui a été créée à l'époque de Louis XIV, qui fut l'un des plus grands établissements de l'hôpital général, mais qui a aussi été une prison où étaient notamment détenues 300 femmes condamnées pour des faits de droit commun ou qui étaient des femmes considérées étant de débauche et de prostitution publique et qui attendaient là et d'autres femmes qui attendaient là avant d'être envoyées au Québec pour peupler la colonie française. On les appelait les filles du roi. Ce fut également un des plus grands hospices du monde qui abritait 10 000 personnes, donc c'est un très grand complexe. Et une particularité aussi, c'est que pendant la Révolution française, il y a eu là les massacres de septembre, vous en parlez dans votre livre, où beaucoup de prisonniers et des femmes ont été massacrés, en nombre d'occupants ont été massacrés. Alors, avant de vous poser ma question, je voudrais citer quelques passages de votre livre où vous parlez de cet univers, de cet enfer. Alors, je cite pour mes collègues. Comment croire, face à ce décor bucolique, que la salpêtrière ait été, depuis le XVIIe siècle, le théâtre de tant de souffrances? Eugénie ne saurait ignorer l'histoire de ces murs. Pour une Parisienne, il n'existe pas pire sort que d'être envoyée au sud-est de la capitale. Une autre courte citation. Entre l'asile et la prison, on mettait à la salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer, les malades et les femmes. Au XVIIIe siècle, par éthique ou par manque de place, seules les femmes atteintes de troubles neurologiques furent désormais admises. Même citation. En septembre 1792, les sans-culottes demandèrent à libérer les prisonnières de la salpêtrière. La garde nationale s'exécuta et les femmes, trop heureuses de s'enfuir, se retrouvèrent finalement violées et exécutées à coups de hache, gourdins et masses sur le pavé des rues. Libres ou enfermées, en fin de compte, les femmes n'étaient en sécurité nulle part. Depuis toujours, elles étaient les premières concernées par les décisions qu'on prenait sans leur accord. Alors, ma première question sera sans doute une question un peu bateau, et je sais qu'on vous l'a posée dans différentes rencontres, mais il faut bien commencer par quelque chose. Pourquoi vous êtes intéressé à la salpêtrière? J'ai entendu dans une de vos interviews que vous y aviez été et que c'est cela qui vous avait inspiré, mais d'où vous est venue l'idée de traiter ce thème de la salpêtrière et le sort des femmes de la fin du 19e siècle? Oui. Tout d'abord, je vous remercie parce que si vous n'avez pas résumé le roman, vous avez absolument couvert tous ces thèmes et vous avez résumé l'histoire de l'hôpital mieux que je ne saurais le faire. Alors, très simplement, c'est l'histoire et le lieu, on va dire, de la salpêtrière est venue d'une rencontre tout à fait fortuite. Il y a à peu près 4 ans, en me rendant sur place, je connaissais la salpêtrière de nom. Il fait partie. Alors aujourd'hui, on a vraiment 2 hôpitaux qui ont fusionné, donc c'est la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement de Paris. Et en me rendant sur place, il y a, on va dire, 4 ans, j'ai été vraiment frappée par les lieux, alors vraiment par les anciens bâtiments qui datent du XVIIe siècle hein, et qui en effet ont été construits tout d'abord comme une prison pour femmes, c'est-à-dire pour débarrasser, nettoyer les rues de Paris de toutes ces femmes incommodantes qu'on ne voulait pas voir, des prostituées, des va-nu-pieds, des femmes un peu folles, des femmes vagabondes. Progressivement, comme vous l'avez dit, c'est devenu une prison, mais aussi un asile où, en fait, vers la fin du XVIIIe siècle, il y avait bien 10 000 femmes qui étaient internées. Il faut se rendre compte que c'est un lieu immense, qu'on dirait vraiment un quartier au sein du 13e arrondissement de Paris,
avec vraiment ses ruelles, sa chapelle, son parc. Et aujourd'hui, les anciens bâtiments sont tous préservés. Et à l'exception de quelques voitures qui sont garées au pied des bâtiments, on se croirait vraiment, en effet, projeté, on va dire, 200, 300 ans en arrière. J'ai trouvé qu'émanait de ce lieu quelque chose de lourd, de dense, de fascinant également. Et très simplement, je me suis intéressée à son histoire et j'ai trouvé en effet assez vite, du coup, le fait que la Salpêtrière avait été successivement une prison, puis un asile, puis un hôpital psychiatrique où étaient internées à la fois des femmes qui, en effet, souffraient de troubles mentaux, mais aussi d'autres femmes qui tout simplement nuisaient à leur famille et qui étaient internées, on va dire, au bon vouloir de leur famille et surtout de leur père ou de leur mari, et qui se retrouvaient au final dans une institution dont elles avaient beaucoup de mal à sortir et au sein d'un hôpital où elles n'avaient absolument rien à faire. Son derece güç oluyormuş. Bütün bu araştırmaları yaparken bu Deliler Balosu'na da rastladım. Deliler Balosu gerçekten de bir Deliler Balosu. Senede bir kez. Où en effet, toutes les femmes qui étaient internées, alors il y avait plusieurs secteurs, le secteur des hystériques, le secteur des épileptiques, le secteur des nerveuses, on les appelait. Toutes ces femmes, en fait, étaient déguisées à la façon d'un carnaval. On ne parle pas de grandes, belles robes de soirée, on parle vraiment de costumes loufoques, de pierrots, de sorcières, de gitanes. Et toutes ces femmes, en fait, étaient exposées au public parisien, un public bourgeois, bien pensant, de la haute, bonne société, qui venait tout simplement se divertir en côtoyant ces femmes qu'on disait folles ou aliénées. On ne les appelait même pas patientes à l'époque. Et voilà, de découvrir en effet cette histoire-là dont je n'avais jamais entendu parler, d'en parler autour de moi et de découvrir qu'au final c'était un fait très peu connu, m'a à la fois étonnée, m'a choquée évidemment et a retenu toute mon attention puisque j'ai été prise d'une grande peine d'abord pour ces femmes et ensuite j'ai voulu savoir qui étaient ces femmes, pourquoi elles s'étaient retrouvées au sein de cet hôpital, pourquoi n'en avais-je moi jamais entendu parler, parce que ça me semblait pas du tout anecdotique, ça me semblait pas être banal, et puis ça se passait voilà au sein de cette ville que j'habitais et ce passé si noir et ce passé si sombre de ce quartier, de cet hôpital. euh, m'a marqué et voilà, au bout d'un an, j'ai décidé d'écrire un roman inspiré de ces faits réels. Voilà. Très bien. Et c'est vrai, c'est aussi un peu toute la condition des malades et des malades mentaux à cette époque et qui se perdure encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Vous avez une citation encore que je trouve admirable dans le livre. Vous dites, je cite, « La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci des symptômes grotesques, des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau. Des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes. Elles ne sont pas des femmes qu'on regarde ou qu'on considère. Elles ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Et son travail consiste au mieux à les soigner, au pire à les maintenir internées dans des conditions décentes. » Donc c'est vraiment cette stigmatisation de la maladie qui est un fait important. Et là, je vais peut-être en venir à Charcot, ce neurologue mondialement connu, qui est une figure un peu ambiguë, et c'est un peu aussi comme ça qu'il est traité. Il n'apparaît pas vraiment directement dans le roman, mais on sent sa présence partout. Alors, c'est un savant très important, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la médecine, qui a découvert énormément de syndromes et de maladies qui portent son nom. La maladie de Charcot, tel syndrome ou tel autre de Charcot. Alors, moi, j'ai deux amis très chers, dont l'une est professeure en neurologie et l'autre est professeure en psychiatrie. Je couvre les deux domaines. Et avant de venir ici, je les ai interrogés. Je dis, mais pour vous, dans l'histoire de vos disciplines respectives, qu'est-ce que représente Charcot? Est-ce que c'est un charlatan? Est-ce que c'est un vrai savant? Alors, toutes les deux m'ont dit, ah non, c'est quelqu'un de vraiment important qui a vraiment ouvert la voie à la compréhension de beaucoup de maladies et à leur traitement. Notamment sur cette maladie qu'on appelait à l'époque l'hystérie,
qui était considéré non pas comme une vraie maladie, mais comme un mauvais comportement de la part de ces femmes, et qui était considéré comme étant exclusivement féminin. Eh bien, Charcot a fait deux choses là-dessus. D'une part, il a prouvé que c'était une maladie, une vraie maladie, et deuxièmement, que ce n'était pas l'apanage des femmes, qu'il y avait aussi des hommes qu'on pouvait qualifier d'hystériques. L'hystérie, Freud en parle aussi, mais aujourd'hui, cette maladie n'existe plus. Ce n'est plus répertorié, il y a d'autres noms où c'est divisé en plusieurs symptômes. Certaines épileptiques étaient considérées comme hystériques, les maladies de conversion étaient considérées comme hystériques. Je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que ce label a disparu? Est-ce que c'est simplement parce que c'était un label usurpé? Elles m'ont aussi expliqué une chose intéressante. Elles m'ont dit non, c'était un mode d'expression aussi des femmes de cette époque. Tellement elles étaient enfermées, tellement on les empêchait de s'exprimer, qu'à l'époque, leur révolte s'exprimait aussi sous cette forme. Aujourd'hui, ça peut exister dans d'autres pays, mais ici, il y a d'autres moyens d'exprimer ce trouble créé par leur situation. Et sur Charcot, elles m'ont dit une chose, c'était un grand personnage, mais c'était aussi un très grand misogyne. Et pour quelqu'un qui soigne les femmes, c'est assez intéressant. Il y a une phrase clé dans votre roman, vous dites « Il n'est pas bon de faire tant d'éloges d'un seul homme ». Et donc, c'est aussi un peu l'ego et la personnalité de Charcot qui est mis ici en cause. Quelle est votre perception de ce personnage historique? Oui. Alors, plusieurs points. Tout d'abord, l'idée n'était évidemment pas de rédiger ou de romancer une biographie de Charcot, déjà parce qu'il y en a eu beaucoup, et de deux, parce que l'idée, c'était de s'intéresser aux femmes qui lui ont permis justement d'avancer dans ses travaux. Euh, Également, je n'avais absolument aucune intention de critiquer ou de discréditer l'œuvre de Charcot, qui est en effet immense et qui fait partie du patrimoine médical et des sciences. Simplement, en effet, la mise en scène de la maladie, les femmes qu'on exposait lors de séances publiques, hein, qu'on mettait sous hypnose afin de redéclencher une crise d'hystérie devant un parterre de 300 parfois 400 personnes, exclusivement des hommes qui, pour la plupart, souvent n'étaient pas médecins, m'a gênée, parce qu'en effet, je n'en voyais pas l'utilité, et au niveau éthique, en effet, c'était problématique. Charcot était à la fois quelqu'un d'admiré à l'époque, il était également extrêmement décrié. Donc c'est une figure en effet paradoxale, ambiguë. Je pense qu'il n'avait pas du tout l'envie ou la volonté, on va dire, de nuire à ces femmes. Je pense qu'il essayait légitimement et sincèrement de les soigner. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas du tout encore de notion de psychiatrie ou de psychologie. Et tout à l'heure, vous parliez du fait que ces femmes, l'hystérie, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais cette hystérie venait d'une sorte de révolte, en fait. C'était la seule façon pour elles d'exprimer une révolte. J'ajouterais que je pense que c'était la seule façon d'exprimer leur traumatisme aussi, puisque la plupart des femmes qui étaient internées au sein de la Salpêtrière avaient vécu des violences psychologiques, physiques, sexuelles. Sauf que c'était tellement banal, tellement courant à l'époque qu'il n'y avait même pas lieu pour les femmes de se dire j'ai été violentée, on m'a abusée. C'était comme ça. Mais à un moment, le corps a besoin de s'exprimer, donc je pense que c'était non seulement une révolte, mais c'était voilà, les traumas qui s'exprimaient d'une façon en effet très explicite et très, très impressionnante, notamment lors des crises d'hystérie. Mais je voulais vraiment, dans le livre et dans l'histoire, le laisser en retrait, mettre en lumière ces femmes, mais aussi parler de lui et parler de cette figure du point de vue de ces femmes, parce que évidemment, Charcot, on ne le voyait pas tous les jours, il ne sculptait pas les femmes tous les jours, donc il y avait cette figure très distante, très lointaine, où on savait qu'il était quelque part dans l'hôpital sans savoir exactement où. Et en effet, il exerçait une forme de très grand charisme et d'impression très forte sur les femmes qui, pour certaines, étaient amoureuses de lui, qui voulaient lui plaire, qui forçaient ou du moins inventaient parfois leurs symptômes pour pouvoir rencontrer Charcot. Donc, je voulais vraiment parler de lui du point de vue des femmes et oui, en effet, quand vous disiez, il n'est pas bon de faire tant d'éloges d'un seul homme, enfin, je ne sais plus quelle est la phrase exacte. Voilà, il avait aussi une aura qui faisait que
parfois, en auscultant certaines femmes, qu'elle était discerner le vrai du faux devenait un peu problématique et je trouvais intéressant justement de l'approcher de cette façon. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment de le laisser en retrait et de parler des femmes hein, avant tout. Et vous le faites très bien à travers notamment l'un des personnages de votre roman, qui est Louise, qui est une patiente que Charcot exhibe justement en séance d'hypnose, où il y a des gens qui ne sont pas que des médecins forcément, qui viennent regarder la séance d'hypnose du grand maître. Et elle essaie d'entrer dans ses faveurs et elle essaie même de remplacer Augustine, dit-elle dans le roman. Et c'est un personnage réel, Augustine, qui a été en effet l'une des patientes les plus célèbres de Charcot. Elle essaie de prendre sa place, de l'imiter. Alors, pour parler un peu de la façon dont cela a évolué, un peu le rôle de Charcot, il y a aussi une phrase de votre roman que j'aimerais citer. Je cite: un dépotoir pour toutes celles nuisant à l'ordre public, un asile pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes, une prison pour toutes celles coupables d'avoir une opinion. Depuis l'arrivée de Charcot il y a 20 ans, il se dit que l'hôpital de la Salpêtrière a changé, que seuls les véritables hystériques y sont internés. Malgré ces allégations, le doute subsiste. 20 ans n'est rien pour changer des mentalités ancrées dans une société dominée par les pères et les époux. Aucune femme n'a jamais la totale certitude que ses propos, son individualité, ses aspirations ne la conduiront pas entre ces murs redoutés du XIIIe arrondissement. Alors, attention, qui souligne cet aspect-là. Mais il y a aussi un aspect qui concerne l'histoire un peu de la psychiatrie, où on est passé parfois par des méthodes de traitement ou de diagnostic qui aujourd'hui paraîtraient tout à fait révoltantes. Alors il y a par exemple ces bains forcés à l'eau froide dans lesquels on enferme des femmes. Après, il y a eu les séances d'électrochoc, il y a même eu la lobotomie, on a enlevé un lobe du cerveau pour soigner soi-disant des patients. Ça aussi, c'est un... Oh, pardon, je crois que j'ai eu un problème de connexion. Bon, je n'arrive pas à redresser. Mais donc, la façon dont les femmes sont traitées est aussi un vrai problème. Encore une situation de votre livre. Le début du siècle laissa percer une lueur d'espoir. Des médecins un peu plus appliqués prirent en charge le service de celles qu'on ne se lassait pas de nommer des folles. Des avancées médicales émergèrent. La Salpêtrière devint un lieu de soins et de travaux neurologiques. Une toute nouvelle catégorie d'internés se forma dans les différents secteurs de l'enceinte. On les nomma hystériques, épileptiques, mélancoliques, maniaques ou démentiels. Les chaînes et les haillons laissèrent place à l'expérimentation sur leur corps malade. Les compresseurs ovariens parvenaient à calmer les crises d'hystérie. L'introduction d'un fer chaud dans le vagin et l'utérus réduisait les symptômes cliniques. Les psychotropes, nitrite d'amyle, éther, chloroforme, calmaient les nerfs des filles. L'application de métaux divers, zinc et amont sur les membres paralysés, avait des effets bénéfiques. Donc, ça montre aussi comment on traitait les corps de ces femmes. Et il y a cet aspect de l'exhibition, comme vous le dites, qui serait impensable aujourd'hui sur le plan de l'éthique. On disait, car les folles pouvaient désormais susciter le désir. Leurs attraits étaient paradoxaux, elles soulevaient les craintes et les fantasmes, l'horreur et la sensualité, lorsque sous hypnose, une aliénée plongeait en crise d'hystérie devant un auditoire muet. On avait parfois moins l'impression d'observer un dysfonctionnement nerveux qu'une danse érotique désespérée. Les folles n'effrayaient pas, elles fascinaient. Je trouve que votre livre, dans ce genre de description, et surtout du description du bal des folles, est aussi un vrai réquisitoire contre les mœurs de la bourgeoisie de l'époque, où les gens s'amusaient à venir voir ces femmes. Et il y a notamment une scène de viol de la part d'un médecin contre une patiente dans votre livre. Et on sait que beaucoup de choses de ce genre-là se sont passées. Est-ce le cas? J'ai vraiment essayé d'être au plus près de la réalité tout en romançant. Évidemment, c'est une histoire fictive avec des personnages qui ont existé, comme le docteur Charcot, comme la danseuse Jane Avril. Babinski, qui est aussi un médecin très célèbre. Babinski, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre avant tout. J'ai fait, on va dire, 3 mois de recherche avant de me mettre à écrire pour comprendre vraiment le contexte social et moral de l'époque, pour comprendre algılarını anlamaya çalıştım ve birazcık hayal etmeye çalıştım. O zamanki koşullar nedir? Ce que ces femmes vivaient,
en quoi consistait une journée, on va dire classique, au sein de la salpêtrière. C'est vrai que mes recherches parfois m'amenaient à ressentir beaucoup de colère ou beaucoup de peine. Donc j'ai vraiment alterné entre les deux. Après, je ne pouvais pas non plus me laisser envahir par mes émotions. Et encore une fois, je souhaitais vraiment retranscrire un portrait aussi véridique que possible de ces femmes et de ces internés, de ces aliénés anonymes. On n'a aucune trace véritablement écrite en fait de ce que ces femmes en fait internées vivaient ou subissaient. Voilà, on trouve une fiche, on trouve beaucoup de photographies. Il y a une très grande en fait, ces femmes ont été beaucoup prises en photo, notamment sous Charcot. Il avait à la fois ces séances d'hypnose pour essayer de redéclencher une Şarkı prise döneminde mesela à pointer en fait un photographe çok fotoğraf au sein des dortoirs pour essayer de capter, de prendre ces femmes en photo et de capter le moment où l'une d'entre elles allait vaciller, allait tomber en catalepsie, allait tomber en convulsion. Mais encore une fois, toutes les femmes qui étaient internées au sein de la salpêtrière, et là je parle vraiment vers la fin du 19e siècle, ne souffraient pas de troubles mentaux, ne souffraient pas d'hystérie, ne souffraient pas d'épilepsie, étaient vraiment des femmes qui simplement gênaient leur famille, qui étaient soit un peu trop mélancoliques, soit trop indépendantes au contraire. Et donc en fait, il y avait une facilité d'internement vraiment impressionnante et vraiment choquante en fait à l'époque. Et c'était vraiment la question que je me suis posée, était vraiment de, de comprendre ce que ces femmes en fait devaient vivre et devaient ressentir dans l'idée qu'à tout moment leur vie pouvait basculer. Et c'est pour ça que le personnage d'Eugénie en est l'exemple. Du jour au lendemain, en une heure, hein, en fait, votre vie n'est plus la même. Et vous êtes trahi par votre propre famille, par votre père, par votre époux, puisque la majorité des bir femmes qui koca ya da bir baba size ihanet ediyor ve sizi akıl hastanesine, tımarhaneye kapatıyor. Bazen tabii gelinler c'était vraiment plus l'apanage, en effet, des femmes. Euh, donc c'était, oui, c'est vrai qu'il y a sans doute quelque chose une sorte de cri aussi qui vient de mon cœur parce que voilà, ces femmes, sans les connaître, m'ont touchée et hiçbir kadını tanımıyorum burada bahsettiğim o l'écriture. Hein. Et ça se sent. Vous disiez dans une interview que vous n'aviez pas voulu écrire un roman féministe, mais plutôt humaniste. Ceci étant, parfois, et votre livre n'est pas un livre militant en ce sens, c'est une œuvre littéraire en soi. Parfois, il suffit de décrire la réalité telle qu'elle pour susciter la révolte. Et je vais faire quelques citations au cours de votre livre sur les personnages féminins et sur la façon dont elles étaient obligées de vivre. Je cite, « Cet accessoire, le corset, a clairement pour seul but d'immobiliser les femmes dans une posture prétendument désirable, non de leur permettre d'être libres de leurs mouvements. Comme si les entraves intellectuelles n'étaient pas déjà suffisantes, il fallait les limiter physiquement. À croire que leur imposer de telles barrières, les hommes méprisaient moins les femmes qu'ils ne les redoutaient. » Description de ces accessoires, le corset qui est imposé aux femmes. Une autre citation. Fut un temps où une femme adultère pouvait être enfermée pour la seule raison qu'elle était adultère. Suçlanan kadınlar sadece zina ettiği için bu tımarhaneye kapatılabiliyordu. Ve bu kadınların hiçbiri akıl hastası olmadı. Un hôpital où les murs seuls peuvent vous faire devenir folle si vous ne l'étiez pas en arrivant. Un hôpital où derrière chaque fenêtre, quelqu'un épie, quelqu'un vous a ou a vu. Cette méthode de l'internement, c'est une espèce de répression dissuasive où le bruit se répandait aussi dans toutes les villes et les femmes, en effet, redoutaient cela. Encore quelque chose sur le rapport de pouvoir entre les médecins et les patientes. Un médecin pense toujours savoir mieux que son patient et un homme pense toujours savoir mieux qu'une femme. C'est l'intuition de ce regard-là qui rend aujourd'hui anxieuses les femmes attendant leur évacuation. Et enfin, une dernière citation peut-être, sur une séance où justement une femme qui vient d'être internée est examinée par un collège d'internes et de médecins. Et elles doivent se dévêtir devant eux pour être examinées. Le regard s'attardait sur les seins, les bouches, les hanches.
Les coudes s'apostrophent discrètement. Les bouches se chuchotent des vulgarités à l'oreille. À les voir ainsi remuer, Eugénie se dit qu'il faut décidément avoir vu et connu peu de femmes pour prendre autant de plaisir devant ces malades sans défense. Il y a même une phrase très forte. Tant que les hommes auront une queue, tout le mal sur cette serre continuera d'exister. Faut-il castrer tout le monde pour que cela cesse? Peut-être bien, ça, moi, pour chaque homme, l'idée même vous fait froid dans le dos, mais moi, ça ne me choque pas sur le fond, puisque j'ai écrit dans mon dernier roman, j'ai une scène où un personnage masculin se dit peut-être qu'il faudrait enfermer tous les hommes dans une île déserte, en retirer quelques spécimens pour maintenir renouvellement de la population humaine, et les laisser s'entretuer entre eux pour qu'on ait enfin la paix, pour tous les hommes, y compris moi-même, s'il le faut. Donc, ce n'est pas un roman féministe, mais en effet, vous avez, ne serait-ce que par une espèce de témoignage, soulevé tous ces problèmes-là. Je voudrais maintenant me tourner un peu, vous laisser respirer un peu et vous tourner vers votre traducteur, Ömer Faruk Karacahan, bienvenue parmi nous. Donc, Ömer Faruk Karacahan est étudiant en dernière année de langue française et de littérature à l'université de Galatasaray, qui est une université francophone, à Istanbul même. Et je trouvais intéressant que vous avez déjà traduit plusieurs ouvrages dans différentes langues, comme vous l'avez dit, mais c'est votre première traduction d'un roman qui est le premier roman de Victoria Mas. Ça aussi, c'était un élément intéressant. Alors, quelle est votre lecture du roman? Comment l'avez-vous perçu? Comment avez-vous abordé ce roman? Vous m'aviez dit auparavant que vous aviez eu notamment beaucoup de difficultés pour retraduire en turc le jargon médical, parce qu'il y a en effet un jargon médical important dans le livre. On parle des méthodes médicales de l'époque, un jargon médical ancien. Comment avez-vous résolu ce problème en turc? Merci de me donner la parole. Et alors, tout à fait, je l'ai trouvé super intéressant, particulièrement le décor historique dont vous parliez dans vos moments et le jargon technique que vous avez abordé. Et particulièrement, c'est un jargon technique démodé. Donc, en fait, en lisant le roman pour la première fois, j'avais ressenti un parallélisme entre la situation primitive de la neurologie et la situation primitive des droits de la femme. Et donc, la jargon, la terminologie technique, scientifique était aussi une terminologie démodée, peut-être ancienne. Et donc, par exemple, pour traduire un équipement technique qui était, si je ne me trompe pas, le compresseur ovarien, j'ai dû en fait euh, faire, euh, faire de la recherche. Et en fait, j'ai un ami qui était en gynécologue. Euh, j'ai, je l'ai demandé la question et il m'a répondu, et il m'a dit qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça dans sa vie. Et donc, finalement, en fait, j'ai dû décrire cet équipement technique parce que je n'avais pas une expression correspondante en turc qui me permettrait de le traduire directement. Et donc, finalement, j'ai dû décrire cet équipement en probablement quelques mots. Et donc, voilà. Mais en fait, d'ailleurs, je peux dire que je n'ai pas eu tant de difficultés en traduisant ce roman parce que, voilà, c'était un processus, c'était un processus que j'ai déjà dit, qui m'a apporté beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est juste ce genre de problèmes techniques et aussi les problèmes, les difficultés très normales de traduire un
n'importe quel roman du français en turc. Voilà, c'est ça. Mais à votre avis, vous avez traduit des livres qui n'étaient pas du domaine de la fiction littéraire jusqu'à maintenant. À votre avis, quelle différence y a-t-il justement entre traduire des livres de sciences sociales notamment ou traduire un ouvrage littéraire? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou pas? Quel est votre avis là-dessus? C'est pas très honnête de ma part de poser des questions à quelqu'un qui a traduit son premier roman littéraire, mais est-ce que vous avez senti une différence, mettons, entre ce que vous aviez fait avant et l'œuvre littéraire? Ah oui. Alors, je veux dire que généralement, ma préférence, c'est traduire des documents plus techniques, des documents académiques, voilà, des textes des sciences sociales, par exemple, parce que je le trouve en fait moins difficile que traduire une œuvre littéraire, un roman et pourquoi pas un poème, etc. Parce que la, la création artistique, la création littéraire est engagée quand on traduit euh, quelque chose de littéraire, quelque chose d'artistique. Et donc, traduire un document technique, un document académique probablement, c'est moins difficile et aussi j'imagine que on prend moins de risques en traduisant quelque chose comme ça. Et donc voilà. Mais bien sûr, j'aime bien utiliser ma propre créativité en traduisant quelque chose de littéraire et probablement ça apporte beaucoup de plaisir, mais ça apporte plus de risques en même temps. Donc voilà, c'est un équilibre. J'étais très heureux de vous entendre dire ça en tant que traducteur littéraire moi-même. C'est vrai que la traduction littéraire, ça demande justement de la créativité. Il ne s'agit pas d'être fidèle à la lettre du texte, il s'agit d'être fidèle à toutes les couches du texte littéraire. Notamment, bon, je n'ai pas lu votre traduction, je ne fais jamais de critique de traduction dans ce genre d'exercice, c'est un débat tout à fait à part qu'il faut faire. Mais en voyant la version française, il y a la difficulté qui est la Salpêtrière, c'est aussi un quartier de Paris, c'est un quartier au continu livre, il y a toute une série de dimensions qui concernent l'histoire de la ville, toute une série de notions qui ne veulent pas dire grand-chose pour un lecteur turc, justement. On n'arrive pas à le situer forcément dans le contexte de l'histoire de la ville. Comment avez-vous résolu aussi ce problème? Est-ce que vous avez fait des notes en bas de page ou est-ce que vous avez fait des directions dans le texte ou est-ce que vous avez laissé tel quel en laissant au lecteur le soin de faire des recherches s'il voulait en savoir plus sur l'atmosphère de la ville ou sur ce que ça représentait particulièrement? Alors, on a essayé de ne pas ajouter grand-chose, bien que ce soit une traduction et qui est une activité qui prend de la créativité. On a essayé de ne pas ajouter grand-chose parce que voilà, c'est l'intégrité du roman, c'est quelque chose de fait qui est présenté à nous pour le transmettre aux lecteurs futurs. Et donc, en fait, j'ai juste essayé de rester fidèle aux explications données par l'auteur dans la version originale et parce qu'il y avait déjà quelques explications et aussi de clarification sur le contexte historique parce que bien que la Salpêtrière soit une institution mentale très célèbre en France, j'imagine que le lecteur français a aussi besoin de quelques explications, de clarifications, etc. Donc voilà. Donc on a décidé, et particulièrement j'ai décidé, d'utiliser c'est les instruments que l'auteur
utilisé dans le roman pour clarifier le décor historique. Voilà, c'est ça. En plus que dans un roman, les notes en bas de page, ça risque de couper la lecture ou le plaisir de lire. C'est toujours un problème. Parfois, c'est nécessaire, indispensable, voilà. mais… En fait, je pense qu'il y a une seule note de traducteur qu'on avait décidé de mettre. C'était sur le diapason. Et voilà, en le traduisant en turc, ce terme technique, en fait, j'ai voulu, euh, j'ai voulu l'utiliser, ce terme, comme ce qu'il est, en fait. Parce que c'est un terme technique et aussi, ça, dans mon sens, ça permet de mieux intégrer le lecteur dans le contexte technique et historique. Donc, j'ai demandé à mon éditeur de la maison d'édition Folle, est-ce qu'on peut faire cette traduction comme, voilà, en ne touchant pas au terme technique original parce que ça existe en turc, comme un emprunt au français. Et donc, voilà, on a fait cette décision et on a mis une note au traducteur, mais si je ne me trompe pas, c'était la seule note de traducteur dans le roman Antillac. C'est vrai que la traduction, c'est aussi une série de choix que le traducteur est obligé de faire. Prenons par exemple le titre du livre, c'est souvent les maisons d'édition qui posent d'ailleurs le titre du livre, c'est Le bal des folles en français. Mais en turc, il n'y a pas de genre. Donc, quand on dit Deliler Balosu, ça inclut à la fois les hommes et les femmes. Or, le bal des folles, au féminin, ça prend un tout autre sens. Mais si on met en turc, on précise Deli Kadınlar Balosu, ça donne aussi une autre connotation au livre. Donc, il faut savoir choisir entre quel est le moindre mal. Ce n'est pas toujours évident. C'était une décision de ma part pour clarifier cette traduction de titre. Voilà. Pour les termes techniques, il y a aussi une particularité. Pourquoi est-ce qu'en turc, il n'y a pas forcément ces termes techniques-là? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, les instruments technologiques modernes de la médecine moderne de l'époque étaient surtout introduits en Turquie par les médecins arméniens. Je ne sais pas si vous avez visité le musée Souk-Pilgiç, à l'hôpital Souk-Pilgiç. Il y a tout un musée où on voit ces familles de médecins arméniens qui avaient, eux, introduit ces outils-là. Et donc, peut-être qu'ils n'existaient pas en langue turque, mais qu'ils existaient, qu'ils étaient utilisés soit en version arménienne, soit dans les langues communes qui étaient le français à l'époque, dans le milieu médical pendant très longtemps. Alors, pour revenir sur le thème de la folie, Victoria Mas, je vais citer un dialogue qu'il y a entre Babinski, qui est justement qui était le bras droit de Charcot, et l'un de vos deux personnages principaux. Comment se déroule l'interview entre le médecin et sa patiente pour introduire le thème de la folie. Alors, je cite. Votre fiche précise que vous avez dit vous-même à votre grand-mère que mon grand-père décédé m'avait fait passer un message. Oui, je n'ai rien demandé, c'est arrivé, voilà tout. Babinski sourit. Entendre des défunts n'est pas le genre de choses qui arrive, mademoiselle. Pouvez-vous me dire exactement pourquoi je suis ici? La réponse n'est-elle pas évidente? On accepte bien qu'une jeune fille ait vu la Vierge à Lourdes. Il ne s'agit pas de la même chose. Pourquoi? Pour quelle raison est-il accepté de croire en Dieu et mal convenu de croire aux esprits? La croyance et la foi sont une chose. Voir et entendre des défunts, comme vous les prétendez, est anormal. Alors là est posé tout le problème de la folie. Pour parler en termes médicaux, quand on parle d'un syndrome, par exemple, du trouble obsessionnel compulsif, ce sont des gens qui répètent les mêmes gestes à des heures précises d'une certaine façon. Alors, si on prend quelqu'un qui, tous les dimanches, se frappe d'abord le front, ensuite la poitrine, ensuite l'épaule gauche et ensuite l'épaule droite, on pourrait penser qu'il a un trouble compulsif. Si on prend quelqu'un qui, 5 fois par jour, se met à genoux, pose sa tête par terre, se relève, puis se remet à genoux et pose sa tête par terre, ça peut être aussi médicalement, si on le décrit comme ça, être considéré comme un symptôme de compulsion, d'obsession. Quelle est la limite justement entre la maladie
la folie et l'état normal, d'après vous? Est-ce que ce sont les conventions sociales qui en décident, puisque les croyances sont des choses qui pour d'autres n'existent pas, n'est pas considéré comme une maladie s'il s'agit de foi, mais s'il s'agit de choses dans lesquelles les gens ne conviennent pas de croire, disons. Vous savez, vous avez précisé au début qu'en effet, Charcot avait euh, décrété que des femmes, en effet, souffraient d'hystérie, mais que des hommes aussi pouvaient souffrir d'hystérie, même si le terme, la notion, la maladie d'hystérie est vraiment réservée et connotée au féminin. Les hommes à l'époque qui étaient malades ou qui commettaient des vols ou des infractions étaient amenés en prison. Les femmes qui étaient malades ou qui commettaient des infractions étaient amenées à l'asile. Donc là, en effet, il y a une idée de convention sociale, bien évidemment. Au-delà même de la maladie, là, on parle vraiment de genre, en fait. Et le traitement réservé pour les hommes n'était clairement pas le même traitement réservé aux femmes. Encore une fois, je donne un moment l'exemple dans le livre d'une femme qui, je crois que c'est au milieu du 19e siècle, en fait, aspire à prendre des cours de cuisine et sa famille l'a fait interner parce que de quel droit, en fait, une femme irait prendre des cours de cuisine, irait sortir du foyer. Euh, donc là, on ne parle même pas de maladie, on ne parle même pas de symptômes vraiment physiques, visibles. On parle d'une envie, on parle d'une aspiration. Donc oui, toute la frontière, en effet, entre la maladie, entre les malades, celles qui le sont, celles qui ne le sont pas, celles qui sont dites folles et celles qui ne le sont pas, est vraiment floue. Le fait même qu'on interne au sein d'un même hôpital des femmes qui d'abord souffrent de pathologies différentes, des femmes qui souffrent de pathologies, des femmes qui n'en souffrent pas, euh, crée en fait un système où on ne sait plus déceler le vrai du faux, où on ne sait plus vraiment soigner. Vous parliez des soins et des tentatives de soins, et voilà, les compressions ovariennes qu'on mettait, mettre les femmes sous éther pour qu'elles perdent connaissance et pour que leur crise se calme. Euh, je pense, encore une fois, qu'il n'y avait pas vraiment une volonté consciente de nuire à ces femmes, simplement on ne savait juste pas quoi en faire. Hein. Voilà. Et je pense que c'est euh, au-delà même d'une certaine morale, il y avait une incompétence, mais parce que les moyens de l'époque étaient vraiment limités, parce que encore une fois, on n'avait pas évidemment la science que nous avons aujourd'hui, on n'avait pas l'idée de psychiatrie, de psychologie pour simplement écouter ces femmes, les faire parler. Et puis les femmes, socialement, n'avaient absolument aucun droit en dehors de l'aval de leur mari. Donc ça crée en effet une très forte précarité pour ces femmes-là. Et la raison pour laquelle ce sujet m'a intéressée et m'a directement touchée, c'est parce que j'ai eu vraiment le sentiment que ce par quoi ces femmes étaient passées, ces méthodes de traitement qui n'étaient pas éthiques, qui n'étaient pas efficaces, ces internements abusifs, étaient un mal presque nécessaire pour éviter aux générations suivantes en fait de subir au final le même sort. C'est grâce au final à ces femmes que ma génération, la génération de ma mère et de ma grand-mère n'ont pas eu à subir en effet ce genre de traitement et qu'on a pu faire évoluer après les choses. Et évidemment que notre situation en tant que femme aujourd'hui, du moins en France, est bien meilleure que celle des femmes en France à la fin du 19e siècle. Mais c'est vraiment toute la question et la notion de frontière entre malades, entre soins et entre surtout conventions sociales qui, euh, qui était évidente et problématique et en même temps fascinante à l'époque parce que ça créait une société extrêmement paradoxale, en fait. D'ailleurs, dans le début de votre roman, l'un des personnages principaux, Eugénie, cette jeune femme qui est internée pour communiquer avec les esprits, elle avait déjà peur de se faire interner parce qu'elle lisait, parce qu'elle avait envie de lire, de participer à des débats intellectuels, ne serait-ce que ça, et vous voyez, ça risquait déjà de la faire mettre en... Il y a ce problème de la frontière entre la maladie et les convenances sociales et autres, et aussi il y a la problématique de la coexistence entre des personnes qui ont en effet des pathologies, mais qui ne les empêchent pas forcément d'avoir une vie sociale par ailleurs, qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent avoir des difficultés
ou des phases de difficulté à traverser, mais qui peuvent très bien continuer à avoir une vie normale. La conception aussi, c'était de les enfermer dans un univers où finalement ils ne guérissaient pas, ils devenaient encore plus fous, entre guillemets, si j'ose dire. Et alors là, je voudrais en venir à l'autre thème de votre livre, c'est la dimension du spiritisme, puisque la raison principale pour laquelle Jenny se fait interner par son père, c'est parce qu'elle prétend communiquer avec les défunts, avec les esprits. Et il y a un livre qui est mentionné dans votre roman, qui est du livre des esprits d'Alain Kardec, qui n'est pas un livre de fiction, c'est un ouvrage réel, qui est l'ouvrage fondateur du spiritisme et qui est le résultat de travaux de synthèse d'Alain Kardec, qui le publia pour la première fois à Paris en 1857. Alors, il paraît que c'est l'un des livres les plus lus après la Bible, d'après la série de poche J'ai lu. J'ai lu cela dans la série de poche J'ai lu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un intérêt pour les nouvelles découvertes de ce temps, donc l'hypnose, le magnétisme et les expériences de communication avec l'au-delà. Donc déjà, ce lien entre l'hypnose de Charcot, qui essaie de toucher la maladie des patients à travers l'hypnose, et Kardec, qui essaie de joindre à travers l'hypnose peut-être les défunts. Donc, quelle est votre approche de ce phénomène? Il y a aussi le débat entre le spiritisme et la foi, parce que l'infirmière a aussi cette crise de foi à un moment donné par rapport à sa sœur, par rapport à cette histoire de communiquer avec les esprits. Pourquoi avoir introduit ce débat aussi dans ce roman? Alors tout d'abord, le livre est vraiment tellement inspiré de faits réels, ancré dans un Paris du 19e, vraiment très historique, avec la salpêtrière, des personnages connus, que je souhaitais tout d'abord, simplement au niveau de la narration, amener un élément extraordinaire. Pas fantastique, mais extraordinaire, et d'amener cette dimension-là qui est au-delà de l'invisible, et afin d'avoir une histoire en fait qui soit riche et qui soit abondante avec des personnages complètement différents les uns des autres. Je voulais également parler en tout cas ça me paraissait pertinent de parler du spiritisme puisque c'était une pratique qui était extrêmement en vogue à l'époque, à la fin du 19e siècle. On avait énormément de salons qui pratiquaient les tables tournantes, les contacts avec les défunts. Euh, on s'est un peu éloigné de la démarche de Alan Kardec, qui avait vraiment une démarche scientifique, qui voulait vraiment prouver que l'esprit survit à la matière en démontrant par A plus B comment était-ce possible à travers une question d'électromagnétisme et de bon voilà. Euh, dans les salons parisiens, c'était plus du divertissement qu'autre chose. Et c'était évidemment très mal vu par l'Église, puisqu'on y voyait là un contact avec le diable. Enfin, c'était pour eux, enfin, pour l'Église, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la pratique presque satanique. Et donc des femmes qui pratiquaient évidemment le spiritisme étaient aussi envoyées à la salpêtrière. Donc déjà, juste au niveau du personnage de Génie, tout correspondait et ça me permettait à la fois de lui amener une dimension spirituelle, une dimension également concrète, réaliste, hein, puisque voilà, on pouvait interner des femmes qui pratiquaient le spiritisme au sein de cet hospice. Et puis tout simplement, c'était un sujet qui me permettait de faire évoluer ces deux personnages. La rencontre entre Eugénie et Geneviève, elle n'est possible que parce que Eugénie a ce don qu'elle considère comme un mal au début, mais qu'elle finit par accepter. Pour Eugénie, c'est à la fois une leçon d'apprendre en fait que ce que vous estimez être votre faiblesse ou du moins votre défaut est en fait votre force, votre qualité. Donc ça, elle finit par en prendre conscience et donc elle s'élève à la fin du roman. Et pour Geneviève, c'est aussi un bouleversement entier, spirituel, psychologique, moral. Le personnage de Geneviève est vraiment fondamental dans le roman puisque c'est elle qui traverse au final la plus grande transformation et qui lui ouvre en effet alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais l'esprit en fait vers une autre façon de penser, une autre façon de voir, qui lui ouvre son regard. Et voilà. Après, évidemment, il fallait pas que ça prenne trop de place dans le roman pour pas en faire un roman fantastique ou un roman de fantôme, pour le résumer brièvement.
Je voulais vraiment éviter toutes les étiquettes possibles. Vous le disiez, j'ai pas voulu écrire un roman féministe, j'ai pas voulu écrire un roman d'esprit, pas un roman trop historique non plus. C'était un récit avec tous ces éléments-là qui allaient converger et surtout des personnages voilà, qui n'ont pas existé mais qui sont très fortement inspirés de personnages réels voilà, qui ont sans doute traversé cet hôpital. Hein. Je trouve d'ailleurs que la façon dont vous utilisez le livre des esprits, il y a le contenu du livre, des idées qui sont dans le livre et qui rejoignent justement la démarche G, mais il y a aussi le livre en tant qu'objet. C'est-à-dire, c'est le livre interdit. On interdit aux femmes de lire, alors elle lit en cachette, elle va trouver une librairie où les livres sont diffusés. Alors, ça pouvait être un livre de spiritisme, ça pouvait être un livre de gauche, ça pouvait être un livre religieux, peu importe, mais il y a toujours eu cette répression sur le livre, la circulation du livre, le frère qui vient l'apporter à l'infirmière qui le passe en cachette. Donc, et il y a une réflexion sur, à mon avis, sur la littérature aussi dans votre roman. Je vais faire une dernière citation peut-être, une avant-dernière citation. Elle l'avait non seulement constaté chez elle et sa sœur, mais aussi chez les aliénés, qui parlaient de romans avec une passion étonnante. Elle avait vu des folles réciter des poèmes et pleurer. D'autres évoquaient des héroïnes littéraires avec une familiarité joyeuse. D'autres encore se remémoraient un passage avec un sanglot dans la voix. Là résidait la différence entre le factuel et la fiction. Avec le premier, l'émotion était impossible. On se contentait de données, de constatations. La fiction, au contraire, suscitait les passions, créait des débordements, bouleversait les esprits. Elle n'appelait pas au raisonnement ni à la réflexion, mais entraînait les lecteurs, les lectrices surtout, vers le désastre sentimental. Ça, c'est la Geneviève d'avant son ouverture aux esprits, dirais-je, qui condamne un peu l'utilisation de la littérature. Mais je pense que peut-être le roman est une façon de toucher les esprits aussi, parce qu'il y a plusieurs manières d'être en contact avec les esprits. Le roman en évoquant des personnages qui ont vécu, en évoquant des êtres qu'on a perdus, en évoquant toute une série de contacts avec des gens qui ne sont plus là, est aussi peut-être une façon d'entrer en contact avec les esprits. Dans mon roman qui a été traduit en français, Le Revenant, il y a tout un chapitre qui se déroule pendant l'enterrement où les personnages disparus viennent rencontrer le personnage pour leur parler de la vie, de la mort. Dans la fiction, quelque part, c'est aussi une façon d'entrer en contact avec eux. Et je pense peut-être que dans ce roman, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous êtes entré en contact avec les esprits de toutes ces femmes, justement. Est-ce le cas? Alors, si vous me demandez si elles sont venues me parler directement, non, je ne suis pas Eugénie, je n'ai pas ce don-là. Mais est-ce qu'on peut penser que lorsqu'on écrit, on invoque aussi d'une certaine façon, et lorsqu'on invoque, est-on entendu? D'où vient l'aspiration en fait? Est-ce qu'elle vient de nous-mêmes? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est murmuré, qui nous est soufflé à l'oreille? Est-ce que l'auteur est quelqu'un qui crée, ou alors c'est simplement un passeur en fait entre ce qui vient à lui et ce qu'il met sur la page? Voilà, toutes ces questions évidemment sont fascinantes et toutes les réponses sont possibles. Le livre, c'est en effet là, en tout cas dans ce contexte particulier d'hôpital et de femmes, c'est aussi un objet de dévoiement. Et je pense notamment à toute la littérature de la fin, justement, fin du 19e siècle, qui peint des portraits de femmes qui s'ennuient, voilà, Emma Bovary, Adrienne Mesurat, qui attendent. Ce sont des femmes qui lisent, et ce sont des femmes qui sont dans leur propre monde et qui sont en dehors de la société. Voilà, c'est les mots et les histoires et les récits ont ce pouvoir-là, mais c'est vrai que dans tous les romans avec un personnage féminin principal qui est vraiment qui conduit tout le roman, notamment dans tous ces auteurs de la fin du 19e, sont des femmes qui lisent. Et en fait, ces femmes sont anormales parce qu'elles ont des livres dans leur chambre. Donc voilà, ces questions sont intéressantes, mais en effet, lorsqu'on lit, est-ce qu'on invoque? Lorsqu'on écrit, est-ce qu'on invoque aussi? J'ai envie de croire que le livre est un lien à la fois entre
entre les hommes, entre nous. Belki de şöyle görmek gerekiyor. Biz kendi aramızda bir iletişime vesile oluyor bu kitap, bu romanlar yazılan. Et permet de voyager, de faire connaître aussi ces femmes, voilà, un petit peu partout, à la fois en France et dans le monde, à ceux qui veulent bien le lire. Est-ce qu'après, il y a une portée plus grande que nous? Bon, moi j'aurais envie de croire que oui, c'est toujours plus rassurant, c'est toujours plus encourageant et c'est plus passionnant, mais voilà. Ça reste ouvert et j'aime les questions qui sont ouvertes, hein, de toute façon. Et même en restant dans le domaine strictement, étroitement scientifique, enfin, déjà, à l'origine, l'inspiration, c'est la muse. C'est la muse qui vient nous apporter l'idée, mais on peut, tout en restant dans le domaine très étroitement scientifique et rationnel, parler d'un inconscient collectif qui vient aussi s'exprimer à travers l'écrivain ou son inspiration. Une dernière question avant de passer la parole à la salle. Votre roman, qui est un premier roman, a été transposé au cinéma. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez aimé le film, parce que ça, c'est je peux pas trop répondre. Mais Bertrand Blier disait que, en général, les bons romans ne sont pas très bien transposés au cinéma. Ou à l'inverse, des romans très ordinaires peuvent créer une œuvre cinématographique extraordinaire. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Que pensez-vous de la relation entre la littérature et le cinéma, justement? Aujourd'hui, elle semble presque indissociable, hein. La majorité des films qui sortent à l'écran sont des films adaptés de romans. Donc, est-ce que les romans qui sortent en fait sont si originaux et si extraordinaires en fait qu'il faut absolument les transposer à l'écran? Est-ce que on a une pénurie de scénaristes ou un manque d'imagination qui fait qu'on n'arrive plus à écrire en fait de films originaux? Est-ce que c'est pour des raisons économiques aussi, où il est plus simple d'adapter un roman, par exemple, qui a marché et de le transposer à l'écran que d'amener quelque chose de nouveau parce que, voilà, sortir un film, c'est toujours un risque. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher? J'ai pas la réponse là-dessus, mais, euh, mais de, de très grands films, en tout cas, une grande partie des films qui ont marqué l'histoire vraiment du cinéma, en général, sont adaptés de romans. Là, juste comme ça, j'ai Le Parrain qui me vient en tête. On découvre au final des romans au travers de films. Euh, Là, en particulier pour Le Bal des Folles, je peux répondre à la question parce que j'ai trouvé l'adaptation très belle, hein, de Mélanie Laurent, pour ceux qui l'ont vue. Euh, Dès le départ, pour moi, il n'était pas question de participer à l'adaptation, puisque déjà c'est un métier complètement différent. C'est une technique. Écrire un scénario, voilà, c'est très rigide. C'est A, B, C. Donc ça, moi, ça sortait de mon champ de compétences. Et puis je trouvais plus intéressant au final de laisser le livre en fait exister sous un autre regard et qu'il prenne vie en fait sous le talent, sous le regard, sous la sensibilité de quelqu'un d'autre. Euh, et au final, ce qu'il en ressort et ce qui est intéressant, c'est que en effet l'adaptation, oui, adapter c'est trahir, mais adapter c'est aussi changer, moduler, donner une autre carapace, donner une autre vie, un autre visage en fait à une œuvre et de voir que des artistes sont capables de s'emparer, par exemple, d'un roman et d'en faire une bande dessinée, un film, une pièce de théâtre, c'est euh, c'est au final quelque chose qui peut être parfois surprenant, qui peut parfois être un peu décevant, mais qui peut aussi être très beau, puisque on a plusieurs artistes voilà, qui viennent et qui convergent autour d'une histoire. Et on en parlait au début, l'idée, c'est tout simplement de partager des récits, de les amener au devant du public. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un lien en effet très fort entre la littérature et le cinéma. C'est indissociable. C'est presque, il semble presque indispensable parfois d'adapter des romans qui ont marché à l'écran parce que c'est aussi toucher un autre public. Il y a des gens qui ne lisent pas mais qui vont au cinéma, et donc c'est une façon de porter l'histoire autrement. Euh, voilà, quand c'est bien fait, je pense que l'un et l'autre peuvent coexister ou exister indépendamment et être miroir l'un de l'autre. Ça peut ça peut aussi bien se passer. Tous les films adaptés de romans ne sont pas ratés non plus.
Je suis d'accord avec vous, ce lycée en tout cas était assez bien réussi. On s'écartait parfois du récit du roman, mais c'est un autre langage et il faut l'exprimer autrement, comme pour la traduction littéraire et écrite d'ailleurs, Absolument. c'est un peu ça. Le film commence par les funérailles de Victor Hugo, alors que dans le roman, c'est un dialogue sur le personnage de Victor Hugo qui le mentionne, mais ça donne une autre force d'image. Bien, moi, je m'arrête là pour les questions, non pas que je n'en ai plus, mais j'aimerais quand même laisser un peu la parole à la salle et ne pas monopoliser le droit de vous interroger. Donc, Pınar et Murat, y a-t-il des questions, enfin, quelles sont les questions de la salle exactement? Nous avons reçu une question en turc. Moi, je vais essayer de traduire la question pour vous avec un bon commentaire. C'est un roman très intéressant et il nous fait réfléchir avec un point de vue critique. L'idée que les esprits ne nous laissent pas, vous êtes arrivé où et quand? Est-ce que ça peut être après la perte d'un parent? D'où est-ce que ça vous est venu l'idée d'écrire ce roman? Alors, merci. Déjà, c'est très gentil. Je suis contente que vous ayez apprécié et aimé le roman. Euh, alors, le roman en lui-même, l'idée est vraiment venue voilà, de cette visite à la Salpêtrière. Alors, je ne visite pas des hôpitaux par plaisir. J'accompagnais un ami à l'époque, hein. Personne n'a envie d'aller à l'hôpital comme ça. Mais c'est vrai que c'est un lieu d'histoire, presque une sorte de musée à ciel ouvert. Et donc, ce lieu m'a inspirée. C'est vrai que j'aime particulièrement les lieux. Je trouve que ils sont chargés de mémoire. Ce sont des temples de souvenirs et de récits. Et il suffit juste de parfois pousser la porte d'un bâtiment pour en découvrir en fait des choses insoupçonnées. Euh, Concernant l'idée du spiritisme et l'idée voilà, des défunts qui seraient éventuellement près de nous, c'est quelque chose dont on a toujours entendu parler, qui n'est pas prouvé, mais moi je suis pour en fait que nous n'ayons pas réponse à tout non plus. Je pense qu'il serait très ennuyeux de pouvoir répondre à toutes ces questions métaphysiques, spirituelles et existentielles. C'est peut-être là tout le principe et tout le but en fait de l'existence aussi, c'est de pouvoir décider, de pouvoir changer d'avis, de pouvoir s'ouvrir à ce genre de notions et tout simplement d'en faire une quête ou pas. Certains s'en passent très bien. Dans le roman en particulier, comme j'expliquais tout à l'heure, c'était vraiment il fallait que le personnage de Geneviève en fait change et traverse un immense bouleversement et elle trouve énormément de confort, énormément de, de joie et de bonheur dans l'idée que au final sa sœur est tout près d'elle. Elle a passé sa vie, au final, je spoile rien, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, elle a passé toute sa vie à écrire des lettres qu'elle n'a pas envoyées à sa sœur défunte. Donc il y avait déjà là, dans ce geste-là, sans même y croire, une envie voilà, de se dire que c'était peut-être possible. Et peut-être aussi que parfois, sans nous en rendre compte, nous faisons voilà, des gestes où nous avons des pensées, ou lorsque nous allons même nous recueillir sur la tombe de nos défunts, c'est une façon de croire aussi qu'ils nous voient, qu'ils nous entendent et qu'ils sont reconnaissants en fait de cette attention. Donc, je pense que même pour ceux qui n'y croient pas, on a des gestes du quotidien qui sont chargés en fait de ce lien qu'on entretient avec nos défunts. Et ça, c'est dans toutes les cultures, dans toutes les croyances, on le retrouve malgré nous. Donc, ouais. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez un caractère préféré, enfin un personnage, pardon, préféré dans votre roman? Ça revient souvent. Je préfère le demander aux lecteurs, hein, parce que c'est plus intéressant pour moi de savoir quel personnage les lecteurs aiment. Moi, évidemment, c'est impossible de choisir. Je ne peux absolument pas me prononcer sur cette réponse. Non, c'est comme choisir son enfant. Quel enfant on préfère? Apparemment, on a un enfant préféré. Enfin, les parents il paraît, ont des enfants préférés, mais ils ne le disent pas. Euh, non, j'ai pas de personnage préféré. Ce serait impossible de choisir un.
Merci. Je continue. Pour l'autre question, vous avez reçu le prix Renaudot des lycéens. Savez-vous pourquoi ce public jeune en particulier a été séduit par votre roman? C'est une très bonne question. Ça m'a d'ailleurs beaucoup touchée, en effet, qu'un public de jeunes, de lycéens, ait autant apprécié en fait une histoire en effet qui se déroule à la fin du 19e siècle, parce que cet aspect-là historique aurait pu en effet un petit peu les refroidir, ou du moins les repousser un peu loin du roman. J'ai envie de dire que, alors il y a peut-être deux facteurs. L'aspect des personnages, les lecteurs m'ont souvent parlé des personnages, en effet, qu'ils se sont profondément attachés aux personnages et qu'ils se sont identifiés. Et ce processus d'identification est en effet très important lorsqu'on lit un livre. Si on ne s'attache pas ou si on ne s'identifie pas à un personnage, je pense qu'il est très difficile de rentrer dans un livre. Ça peut être un livre très bien écrit, le thème peut être fascinant. À un moment, voilà, pour rentrer profondément dedans, on a besoin d'un processus d'identification en tant que lecteur. Donc, je pense qu'il y a eu ça. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une qualité universelle, en fait, dans le livre, ou du moins atemporelle, plus atemporelle qu'universelle, dans le sens où les combats de ces femmes, leur sensibilité, leur douleur et leurs obstacles sont au final des obstacles et du moins enfin voilà, des sujets que nous pouvons comprendre, que nous pouvons ressentir, qui sont parfois peut-être les nôtres aussi aujourd'hui. J'ose penser que chez un public jeune, voilà, cette notion de se sentir différent, l'idée d'être une femme et de ne pas savoir exactement comment se comporter, comment être femme et comment être bien dans son corps, peut-être que voilà, ça a touché d'une certaine façon. Mais je pense que au final, c'est le cas lorsqu'on lit en fait des romans ou même en fait des essais qui nous viennent de l'Antiquité. Nos problématiques sont toujours les mêmes aujourd'hui. Nos questions, on en parlait tout à l'heure, existentielles, sont toujours les mêmes. Voilà, le monde évolue, la science évolue, mais l'homme, au final, avec un grand H, reste plutôt le même. Donc d'écrire une histoire qui se passe au 19e, au Moyen Âge ou aujourd'hui, nos préoccupations fondamentales sont en fait les mêmes. Là, je pense que c'est ça qui leur a plu, mais après, il y a peut-être d'autres aspects qu'ils ne m'ont pas partagés. Voilà. D'ailleurs, la question, elle continue et je crois que vous avez presque répondu. C'est est-ce que pour vous, un motif d'encouragement, est-ce pour vous, pardon, un motif d'encouragement que la jeunesse ait lu et compris les messages que vous vouliez éventuellement faire passer en voyant cette situation des femmes du 19e siècle en France? Je crois que là, vous avez plus ou moins répondu à cette question également. Oui. Pınar? Oui, deuxième question en turc. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez regardé le film adapté depuis votre roman? Très bonne question. Je pensais que ça allait être qu'il y aurait quelque chose d'étrange à voir en effet le livre transposé à l'écran, d'entendre les noms des personnages. En fait, pas du tout. J'ai vraiment regardé ce film comme un film indépendant du roman, en sachant en connaissant l'histoire, on va dire, je savais comment ça se terminait. Et je savais qu'elle allait être voilà, l'arc narratif tout au long du film. Mais j'ai trouvé que Mélanie Laurent a à la fois respecté l'intégrité et l'idée voilà, du récit, du roman, mais que en fait, elle y a mis tellement de sa sensibilité à elle euh, qu'elle en a fait un film avec sa propre identité, qui n'est pas une adaptation, qui est vraiment un film. Et au-delà même de l'adaptation, je trouve que c'est un vrai beau film d'époque, extrêmement bien filmé, extrêmement bien éclairé. Et rien que pour ça, en fait, elle est vraiment revenue à à l'idée originale, du moins à la définition du mot cinéma. Et donc j'ai juste pris beaucoup de plaisir à le regarder, sans me dire que c'était
mon roman, enfin voilà, en étant juste capable en fait de le voir exister par lui-même. Euh, voilà, j'ai rien à dire sur le fait qu'à la fois voilà, il y a le respect de l'intégrité de l'œuvre et en même temps c'est son film à elle, hein, et voilà, elle en a fait vraiment quelque chose de beau. Vous nous avez donné l'envie non seulement de lire votre livre et d'aller voir le film. Tant Euh, mieux. Et je conseille à tout le monde de faire les deux, en effet. voilà. Encore une question, toujours en rapport justement sur vos inspirations. Avez-vous connu une personne, proche ou pas, qui après la perte d'un être cher a eu des sentiments sur des esprits similaires à ceux du protagoniste qui communique justement avec ces esprits? Mhm. Pas directement, j'ai pu entendre en effet des histoires et en me renseignant en effet sur la médiumnité, en lisant le livre d'Alan Kardec, en lisant même les ouvrages de Carl Jung. Il a beaucoup étudié cette question en fait de l'âme et des gens qui avaient des capacités médiumniques, en donnant énormément d'exemples en effet de personnes qui étaient capables à un moment d'être dans un état altéré de conscience et qui se retrouvaient en contact avec des défunts. Donc, moi directement non, mes recherches m'ont amené à voilà, comprendre un petit peu ce mécanisme-là et à avoir en effet des exemples, à écouter des témoignages de personnes qui se disent médiums et à essayer de comprendre quel était leur processus, ce qu'elles ressentaient, comment elles fonctionnaient. Toutes ne fonctionnent pas de la même façon. Après, je pense qu'on a tous dans notre entourage, ou du moins plus ou moins proche, des anecdotes comme ça, des sensations, quelque chose d'inexpliqué qui reste en effet en suspens, qui n'est pas palpable, qui n'est pas là, mais peut-être que parfois l'intuition et le cœur suffisent aussi. On n'a pas besoin de tout prouver. On est, je pense, des hommes de science et de raison, mais on est aussi des êtres spirituels, et cette dimension-là, en fait, on peut avoir tendance parfois à l'occulter. Ce n'est pas un manque d'intelligence du tout, en fait, que d'évoquer ces questions-là. Je pense qu'on confond les deux et que c'est souvent associé à, voilà, quelque chose de négatif. Euh, et je pense que c'est nier une part en fait de nous-mêmes, de quelque chose qui nous compose entièrement et qui fait partie de nous. Euh, voilà. Après, ça reste des questions qui sont toujours en exploration et qui sont évidemment profondément intéressantes lorsqu'on daigne s'y pencher un petit peu. Y a-t-il d'autres questions de la salle? Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que la mort est un phénomène absolu et l'être humain est peut-être le seul être vivant sur Terre qui vit en sachant qu'il va mourir. J'ai une amie psychiatre qui disait que la seule façon dont toutes les civilisations, toutes religions confondues, a trouvé pour faire face au phénomène de la mort, c'est de nier la mort. Donc, essayer de trouver un chemin vers un au-delà, une existence au-delà. Alors, ça peut être les religions, ça peut être toutes sortes de crans. Moi, je ne crois pas en l'au-delà. Et pourtant, une petite anecdote, nous sommes en train de republier les œuvres de mon oncle, qui est aussi un écrivain connu en Turquie. Et juste au moment où les livres étaient en préparation, j'ai eu un rêve où mon oncle m'est apparu en rêve et il m'a dit « Oui, mais les couvertures, je les veux simples, je ne veux pas de couverture trop sophistiquée, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit… » Et j'ai raconté ça à la directrice de la maison d'édition et on a fait des couvertures simples parce que c'était le souhait de mon oncle. Alors, est-ce que c'est lui, son esprit, qui est venu me rendre visite? Moi, je n'y crois pas. Mais sachant comment il était, sachant quelles étaient ses préférences, peut-être que c'est mon inconscient qui m'a guidé à exprimer ce souhait qu'il aurait pu formuler s'il était vivant. Je n'en sais rien. Et ce que vous dites là-dessus, peut-être ce sera, s'il n'y a pas d'autres questions, le mot de la fin. Je vais finir par vos phrases, justement, sur le fait oui, en fait, pardon, désolée de couper. Oui, une petite dernière question. D'accord. Oui, quels sont les livres et les auteurs qui vous ont influencé? Alors moi, je suis
très auteur du 19e siècle, hein. C'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup et donc c'est peut-être pas un hasard que mon premier roman se déroule à la fin du 19e siècle. Euh, mes premiers émois, c'est vraiment Guy de Maupassant. Ça a été vraiment mon introduction à la littérature et au roman, au pluriel. Émile Zola m'a bouleversée par la puissance de son écriture, la puissance de ses récits. C'est quelque chose d'absolument grandiose à lire et à relire. Euh, Victor Hugo est évidemment une figure tellement énorme et phénoménale et monstrueuse en fait dans la littérature française qu'il est euh, que je le garde toujours auprès de moi, notamment ses poésies aussi, pas seulement ses romans. J'aime beaucoup Charles Baudelaire. Enfin voilà, je traîne beaucoup dans le 19e euh, et j'ai aussi des auteurs contemporains voilà, que j'affectionne. J'aime beaucoup Charles Bukowski, j'aime beaucoup Françoise Sagan. Euh, mais c'est vrai que j'ai aussi d'autres, en fait, pas que la littérature. Voilà, je vous parlais de Jung tout à l'heure. C'est un auteur dont l'œuvre est tellement colossale euh, et en même temps tellement inspirante. Je puise aussi beaucoup de mes inspirations dans des domaines autres en fait que la littérature. Mais pour vraiment résumer, je dirais que voilà, toute cette période-là du 19e siècle et ces auteurs d'une époque que je n'ai pas connue et qui me fascine en fait sont vraiment voilà, mes premiers émois littéraires et des maîtres absolus en termes de récit, en termes d'écriture. Alors, il y a encore une question qui est tombée entre-temps. Votre début en littérature a commencé donc par la découverte d'un lieu historique. Est-ce que vous comptez poursuivre ce dialogue entre histoire et littérature pour votre prochain ouvrage? Entre parenthèses, en espérant qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est très gentil. Euh, alors mon deuxième roman, oui, c'est vrai que je cherche des lieux, donc je marche beaucoup à la recherche d'endroits qui voilà, me parleraient ou m'inspireraient ou retiendraient mon attention. Euh, J'essaye aussi de partir en effet d'événements qui ont existé, d'événements historiques. Le deuxième roman s'inspire de faits qui ont existé. Alors ce n'est pas un fait en particulier, mais voilà, c'est toute une série d'événements qui ont eu lieu au cours des siècles hein, et qui m'ont inspiré à écrire, à retranscrire en effet ces événements-là dans notre monde contemporain. Donc voilà, donc je pars toujours, enfin, en tout cas là, pour l'instant, j'aime bien partir de quelque chose qui retient mon attention et de voir comment je peux l'explorer et comment je peux le développer. Donc oui, tout à fait, le deuxième a à la fois un lieu de départ qui a initié euh, euh, mon idée, mon envie d'écrire, et voilà, associé à un fait, enfin plusieurs faits historiques. Merci. Euh, Bon, les questions tombent. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Je pose encore une question, comme vous voulez. Allez, une dernière. On Alors, est un peu arrivé à la fin, mais posons quand même la dernière question. Il ne faut pas que ce serait la personne qui l'a envisagez-vous... posée. Oh, d'accord, ok. Alors, on a cette question. Envisagez-vous d'écrire un roman d'autofiction? J'ai j'ai écrit beaucoup de romans d'autofiction avant d'être publiés et voilà, ce ne sont pas des romans qui ont été publiés. Non, c'était des romans de formation, on va dire, mais il manquait quelque chose et je pense que ce qui a changé pour moi, à la fois tant au niveau de l'écriture que du plaisir aussi que j'ai pris à écrire, ça a été lorsque j'ai cessé justement d'écrire de l'autofiction et que j'ai commencé à m'intéresser aux autres histoires et à écrire sur les autres. Ça a en tout cas tout changé pour moi. Il y a des auteurs qui écrivent de l'autofiction et qui font ça très bien. Euh, Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon domaine, c'était pas ma compétence, et c'était pas ce dans quoi je j'allais pouvoir à la fois m'épanouir et j'allais pouvoir me développer. Donc ça, c'est fait, l'autofiction, c'est pas pour moi.
Merci. Alors, le mot de la fin, ça sera pour Guy, pour Sophie. Il n'y a plus d'autres questions. Tout à l'heure, j'ai raté mon effet de sortie parce que je croyais que toutes les questions étaient finies. Je vais essayer de reprendre très solennellement. Donc, mais vous avez très bien expliqué l'idée qu'il ne fallait peut-être pas essayer d'avoir des réponses à tout et que le fait de rester en état de recherche sur tout cela était peut-être la bonne chose. Et bien justement, je voudrais laisser le mot de la fin à l'autrice à travers une phrase de son roman qui dit « T'ai-je dit combien je me sentais sereine depuis que je doute ? Oui, il ne faut pas avoir de conviction, il faut pouvoir douter de tout. Des choses, de soi-même. Douter. » Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Victoria Mas, pour être venu encore une fois virtuellement à Istanbul. Merci pour votre beau roman. Merci d'avoir été très patiente et d'avoir répondu à nos longues questions. Merci beaucoup, Emel Farouk Karacahan, d'avoir participé également à notre débat et d'avoir apporté votre vision sur la version turque de ce roman. Merci à vous tous et à vous toutes, amis fidèles des salons littéraires de l'Institut français. Merci beaucoup à Pınar et à Murat qui ont assuré tout le travail en arrière-plan de ce salon. Et merci à mes chers collègues Aslı et Burcu d'avoir assuré l'interprétation vers le turc. Donc, bonne soirée à tous et à toutes et j'espère vous retrouver à un prochain salon littéraire bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup.